Aujourd'hui, nous allons parler de confiance avec Charles Pépin. Je suis Cédric Wattier, vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Vous connaissez ma conviction selon laquelle la confiance en soi est une clé de réussite pour l'entrepreneur et le manager. L'essai de Charles Pépin, La confiance en soi, une philosophie, est une référence pour moi parce qu'il m'a permis de confirmer mon intuition et de renforcer ma pratique dans ce domaine avec des résultats probants. C'est pourquoi j'ai demandé à Charles Pépin de venir nous parler de cette notion, de venir nous dire pourquoi et comment la développer chez nous, mais aussi chez nos collaborateurs. Bonjour Charles, comment allez-vous ? Ben ça va bien et vous ? Très très bien. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Ça fait un moment que j'y pense et que je trouve un moyen de vous contacter. Donc je suis vraiment heureux qu'on ait pu trouver ce petit moment ensemble. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Et en fait, je vous ai préparé une petite liste de questions. Il y en a 6. Je vais vous donner la liste tout de suite. La première question, c'est pourquoi la confiance est-elle nécessaire dans notre rôle de manager ? La deuxième, comment développer notre confiance en nous-mêmes. La troisième, comment développer la confiance chez les autres. La quatrième, en quoi la confiance nous aide à décider. Puis j'ai 2 questions qui sont un petit peu détachées du sujet mais qui m'intéressent. Ce serait la différence entre l'optimisme et la joie, selon vous. Et puis, bien sûr, on parlera de votre actualité. Donc, je vous propose de commencer par la première question, premier sujet. Pourquoi la confiance est-elle nécessaire dans notre rôle de manager ? Alors, merci pour cette belle question. La confiance est nécessaire, évidemment, parce que au fond, il n'y a pas tellement de séparation entre la confiance en soi et la confiance en les autres. Donc, il me semble que le talent d'un manager, au fond, c'est de donner confiance aux autres et d'avoir confiance en lui-même, même si je crois que pour l'essentiel, enfin peut-être pas pour l'essentiel, mais pour une très grande part, au fond, il faut avoir confiance en soi pour faire confiance aux autres. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour faire confiance aux autres et finalement un petit peu lâcher prise sur une optique de contrôle total et de contrôle absolu. Et on observe un cercle vertueux finalement entre la confiance qu'un manager peut se faire à lui-même et la confiance qu'il peut avoir en les autres. Alors, dans mes conférences en entreprise, j'entends souvent, quand je parle de confiance, cette phrase qui m'exaspère, la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, je crois que si, dans l'instant de la confiance, il n'y a pas de contrôle. L'instant de la confiance est un instant de véritable confiance. J'aurais presque envie de dire de confiance aveugle. Il y aura du contrôle après, évidemment, mais c'est pas le même temps. Ouais, il y a un temps pour faire confiance et un temps pour contrôler. Ensuite, si votre question c'était en quoi la confiance est décisive pour un manager, je suis obligé d'avancer un petit peu sur une autre question parce que la réponse est liée. C'est qu'il me semble qu'un manager, c'est pas simplement quelqu'un qui sait, qui applique des processus rationnels, des choix rationnels. C'est quelqu'un qui sait décider. Or, on s'aperçoit que dans toute vraie décision, il y a une dimension d'incertitude. Et donc, il faut savoir par quoi on va compenser au fond, la limite du savoir rationnel, et justement, on va compenser par la confiance. C'est parce que je ne sais pas tout au sens du savoir rationnel que je dois décider, et donc précisément, je vais avoir besoin de confiance pour décider. Alors ensuite, vous dites confiance en soi. Pour le philosophe que je suis, donc, qui a écrit un livre sur la question, même si mon livre porte pour titre Confiance en soi, je pense que les choses sont moins simples, et que dans toute confiance, il y a toujours plusieurs dimensions qui s'articulent. Une confiance en soi, alors ça veut dire en son expertise, en sa compétence. Une confiance en les autres, en leur liberté, en leur initiative, en leurs compétences. Et puis surtout, et c'est très important je crois dans le management aussi, une confiance tout court. C'est-à-dire une confiance en je ne sais pas quoi, mais je le sens bien, et je ne sais pas trop quoi dire, au fond en quoi j'ai confiance. Et donc voilà, je crois qu'il faut se méfier même de l'expression confiance en soi, qui risque d'être un peu réductrice, et précisément dans une tâche comme celle du manager, qui est une tâche relationnelle, finalement, et dans la relation humaine, il y a toujours une énigme au fond. Donc, quand je fais confiance à quelqu'un, que je lui confie une mission, une responsabilité, peut-être que plus tard j'irai contrôler et qu'on verra s'il y a du résultat, mais dans l'instant où je lui fais confiance, en fait je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je dois avoir confiance en ce mystère-là, en cette espèce de fluide qui se joue entre nous, dans la relation. En fait, il y a aussi une confiance dans la relation elle-même. Vous voyez, c'est pas en toi, c'est pas en moi,
mais c'est en nous, c'est en ce qu'il y a entre nous. Et notamment, je t'ai recruté, par exemple, ou j'ai l'habitude de bosser avec toi, ou on a déjà connu ensemble des choses par le passé, on a déjà connu des succès qui nous ont renforcés, des échecs qui nous ont rapprochés. Tout ça fait une relation, finalement. Et je dirais que c'est surtout en cette relation qu'il s'agit d'avoir confiance. D'accord. En fait, une confiance dans la relation qui est basée sur l'histoire commune qu'on a eue. Oui, quand même. Alors c'est sûr que un des éléments de la confiance, c'est l'expérience, c'est le passé. Mais il y a deux manières de se référer à cette expérience. Soit on se réfère à cette expérience en disant voilà, on va reproduire ce qui a marché, on va refaire à l'identique ce qui a fonctionné, on va pas changer une recette qui marche. Et ça peut être parfois efficace, mais ça ne s'appelle pas de la confiance, ça s'appelle simplement de la compétence. Et ça s'appelle simplement de la répétition. Eh bien, la confiance, ça commence après. Quand le monde a changé, quand la conjoncture a changé, quand la situation n'est pas exactement la même, et quand donc je ne peux pas répéter à l'identique la recette qui a marché par le passé, mais pour autant, elle me rassure, elle me donne confiance. Mais non pas pour répéter ce qui a déjà marché, mais pour oser quelque chose de neuf. Et c'est là que la confiance intervient. Donc, pour reprendre votre question très intéressante, dans la relation à quelqu'un que, par exemple, le manager manage, eh bien, imaginez que par le passé, la collaboration soit bien passée, même la délégation soit bien passée, mais simplement, la situation a changé. Donc, on ne va pas répéter à l'identique. Et donc, on va faire confiance à l'autre pour qu'il trouve quelque chose de nouveau. Mais évidemment, cette confiance au présent, elle est conditionnée par une expérience passée, mais ça ne signifie pas qu'on se contente de répéter cette expérience passée. Or, moi, ce que j'observe beaucoup dans les entreprises, mais aussi dans les classes, moi j'ai été prof de lycée pendant 20 ans, et puis dans différents univers culturels que je fréquente, dans les maisons d'édition, des choses comme ça, c'est que très souvent les gens confondent la confiance avec la compétence. Eh bien non, la confiance n'est pas la compétence. La compétence nourrit la confiance, mais la confiance, c'est plus que la compétence. Et ça, je pense que ça vous parle. La confiance, c'est quand je m'autorise à tenter quelque chose que je n'ai encore jamais réussi, donc pour lequel je ne suis pas au sens propre compétent, même si, évidemment, la compétence que j'ai acquise par le passé dans tel ou tel domaine nourrit ma capacité d'audace et donc, au fond, ma confiance. Ok, oui, tout à fait. Juste une question aussi par rapport à la nécessité de développer notre confiance en nous-mêmes. Est-ce que finalement, on peut avoir du charisme sans confiance en soi-même ? Alors ça, c'est une belle question. Le charisme, c'est une question compliquée. Moi, j'ai une thèse là-dessus. Alors franchement, je vous dis les choses franchement, je ne suis pas chercheur, j'ai pas travaillé sur le charisme avec des travaux scientifiques, mais je me suis beaucoup intéressé à cette question, notamment dans un petit livre que j'ai sorti qui était une conférence qui porte pour titre « Qu'est-ce qu'avoir du pouvoir ?» Et il me semble que le ressort du charisme, quand on s'intéresse aux grandes figures charismatiques, aux rockstars par exemple, c'est plutôt à la base un manque de confiance. Mais l'être charismatique, il a ce doute que nous avons tous, mais il en fait quelque chose de magique et il va chercher toujours à se rassurer, au fond, dans le regard des autres, dans l'amour des autres, dans l'énergie des autres. Et donc, il manque de confiance, en fait, comme nous tous, mais il va gagner cette confiance, mais non pas dans la maîtrise simplement de sa compétence, de sa voix, de sa technique, de sa méthode, mais dans l'art de la relation. C'est pourquoi d'ailleurs les rockstars, quand elles déclinent, elles meurent très vite, quand elles n'ont plus de public, quand elles n'ont plus cette énergie. Et donc je crois que le charisme rejoint la confiance, mais s'origine plutôt dans une forme de doute, dans une forme de fragilité, dans une forme de vulnérabilité, mais qui est assumée, et assumée avec talent. Et donc j'aurais moins envie de dire que le charisme est le résultat de quelqu'un qui a confiance en soi, c'est plutôt la conquête de quelqu'un qui manquait de confiance, mais évidemment la trouve en étant audacieux et en étant authentique dans la relation. Vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de charisme chez des êtres insincères, chez des êtres manipulateurs. Le charisme, c'est un art de la relation. Vous savez, Yannick Noah, qui a été très charismatique, qui a gagné Roland-Garros, qui a rempli le Stade de France quand il était chanteur, qui a quand même connu beaucoup de belles réussites, à un moment, il a programmé un concert au Stade de France. Et alors, Yannick Noah, moi j'adore, c'était mon idole quand j'avais 10 ans, quand il a gagné Roland-Garros, mais forcé de reconnaître qu'il chante pas très bien, quoi. Sa voix porte pas, c'est pas un grand chanteur. Alors le journaliste lui dit, mais comment vous allez faire quand même le Stade de France, quoi. Et là, Yannick Noah répond, mais c'est pas grave,
je regarderai les gens dans les yeux et je les regarderai dans les yeux un par un. Sous-entendu, je vais chercher dans les autres, en fait, la force qui me manque. Et ben, je crois que c'est ça le charisme. C'est ça une rockstar, c'est ça aussi un manager ou un patron ou une patronne charismatique. C'est pas quelqu'un qui dit je sais, j'ai le pouvoir en moi et regardez-moi, contemplez-moi. C'est quelqu'un qui dit j'ai besoin de vous, vous voyez ? Oui, J'ai je comprends. besoin de vous, c'est la phrase du charisme. D'ailleurs, c'était la phrase de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde, au moment où il a fait un grand meeting pour être réélu. Alors moi, j'apprécie pas beaucoup cet homme politique, mais force est de constater que ce jour-là, il a été bluffant. Parce qu'il a retourné la foule en disant « J'ai besoin de vous ». C'est comme quand Obama disait « Yes, we can », ensemble. On est ensemble, quoi. Ensemble, tout est possible. Donc vous voyez, c'est ça le charisme. C'est un pari sur l'être ensemble et sur ce qui se joue dans la magie de la relation. Mmh. Oui, en fait, ce que vous disiez aussi tout à l'heure par rapport à la confiance dans le collaborateur et dans sa capacité potentiellement à nouveau avoir des réussites sans s'appuyer sur ses compétences, mais on sait qu'il aura de la réussite parce que dans le passé, il a réussi. Ouais. C'est aussi deux thèmes qu'on développe pas mal sur Outils du Manager, l'histoire du pourquoi et du comment, où on dit qu'il faut indiquer au collaborateur le pourquoi, mais il faut lui faire confiance sur le comment. C'est-à-dire que il faut faire confiance dans ses compétences qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais on saura qu'il ira dans la même direction que nous. Et la deuxième chose aussi qui est vraiment intéressante à propos du charisme, et je trouve qui je dirais, répond aussi à autre chose dont on parle chez Outils du Manager, c'est de faire de ses collaborateurs des héros. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le manager, il doit être capable de s'effacer, de ne plus donner que de la confiance et de l'admiration à ses collaborateurs pour leur permettre, en fait, de développer leur réussite. Et donc, naturellement, ça m'amène au deuxième sujet, c'est on a vu que voilà que la confiance en nous-mêmes était nécessaire, elle générait du charisme, mais la question suivante, c'est comment on fait pour développer cette confiance chez les autres ? Alors ça, c'est vraiment intéressant et c'est pas facile, mais déjà le fait de dire à l'autre je te fais confiance, de donner sa confiance verbalement, c'est déjà bien. Ensuite, il peut y avoir aussi de l'exemplarité. C'est-à-dire, comme la confiance, c'est d'y aller, au fond, dans le doute, finalement, alors qu'on n'est pas sûr d'y arriver, parce que si on est sûr d'y arriver, c'est juste de la compétence, en fait. Donc la confiance, c'est le fait de réussir à s'engager quand on ne sait pas complètement, et qu'on a quand même la grâce d'y aller. Alors, souvent, on a des managers ou des dirigeants qui, en fait, maîtrisent tout, et ils disent à leurs collaborateurs « mais vas-y sans maîtriser ». Mais donc c'est pas possible, puisque eux ils ont réussi par la maîtrise, donc il n'y a pas d'exemplarité. Donc ce que peut faire le manager, c'est peut-être montrer par son action que lui aussi se mettre en scène dans des situations où lui aussi est capable en fait de se faire confiance. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi de prendre un risque et d'accepter la possibilité de l'échec. Donc ça aussi, ça peut libérer la confiance du collaborateur. Ensuite, bien sûr, ce qui peut aussi libérer la confiance du collaborateur, c'est la reconnaissance du droit à l'erreur et de la vertu de l'échec. Ce qui est mon précédent livre. Avant la confiance en soi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Parce qu'à partir du moment où on se fait confiance, on va prendre des décisions un peu audacieuses, donc on va clairement prendre le risque de l'échec. Et donc souvent, ce qui va brider la confiance des collaborateurs, c'est qu'ils ont peur d'échouer, et ils ont peur d'être placardisés s'ils échouent, et d'ailleurs c'est parfois le cas, notamment dans pas mal de grandes entreprises françaises, où malgré la charte des valeurs qui précise le droit à l'erreur, en vérité, à la moindre erreur, on est placardisé, voire viré. Donc du coup, ce que doit faire le manager, c'est aussi rassurer le collaborateur en lui disant, voilà, si tu fais quelque chose d'intéressant, de constructif, d'audacieux, d'imaginatif, mais que tu échoues, eh bien, ça ne te sera pas reproché, pour peu que tu n'échoues pas 2 fois de la même façon, pour peu que tu tires un enseignement de ce ratage. Donc ça aussi, ça peut libérer la confiance. Et puis après, de manière plus concrète, il faut quand même aussi parler de la compétence. C'est-à-dire que j'explique bien dans mon livre qu'il y a un cercle vertueux entre la compétence et la confiance. Si la confiance ne se réduit pas à la compétence, elle peut trouver un lieu d'élan et d'essor dans la compétence. Donc ce que vous pouvez faire avec un collaborateur, et j'ai souvent fait ça avec des élèves quand j'étais prof de lycée, quand un élève ou un collaborateur manque de confiance pour se lancer vers l'inconnu, il faut lui faire refaire ce qu'il sait déjà faire. Autrement dit, aller lui permettre de se rassurer dans sa zone de confort, de reprendre ses repères en ne prenant pas de risques et en répétant quelque chose qu'il sait très bien faire, pour que, ainsi rassuré dans les retrouvailles avec sa zone de confort,
ou dans la répétition de sa compétence, il se sent autorisé finalement à explorer et à sortir de cette zone de confort. Dans mon livre, je parle d'une valse à 2 temps. C'est-à-dire on va se rassurer et puis on sort au dehors. Et puis on retourne se rassurer et puis on ressort au dehors. Mais évidemment, à chaque fois qu'on revient se rassurer dans la zone de confort, on approfondit sa compétence et on est encore plus rassuré. Et à chaque fois qu'on ressort, on ressort plus loin et on explore plus loin. Eh bien ça, ce sont des conseils que peut donner le manager. Je prends un exemple concret dans mon métier à moi. J'avais des élèves avant le bac. Oui, mais monsieur, il y a 45 notions et le bac c'est dans une semaine et on n'a fait que 30 notions. Et alors, est-ce qu'on peut boucher les trous et faire les 15 notions en une semaine? Et moi, je dis à cet élève, mais non, dis-moi qu'est-ce que tu as aimé dans ces 30 notions? Ah ben j'ai adoré le désir, j'ai adoré la liberté. Oui, mais on n'a pas fait la nature. Je dis, c'est pas grave, tu révises la liberté, tu révises le désir. Et comme ça, tu retrouves tes repères. Et quand tu es en forme, quand tu vois tout ce que tu sais, alors tu vas explorer une nouvelle notion. Et franchement, c'est pas grave si on n'est pas exhaustif. Ce qui compte, c'est de retrouver l'élan, de retrouver l'énergie, de retrouver la confiance. Donc on retrouve la confiance dans la compétence, mais à la condition de sortir de cette limitation dans sa compétence. Donc ça aussi, c'est un conseil que peut donner le manager. Si quelqu'un tremble, si quelqu'un a peur, eh bien, il ne faut pas toujours lui dire « vas-y ». Il faut sentir le bon moment. Il y a des moments où il vaut mieux dire « écoute, n'y va pas, reste là où tu es tranquille ». Et puis, quand tu seras prêt, tu iras. Et bien, ce sens du timing, de ce que les Grecs appelaient le kairos, l'occasion favorable, peut-être que le manager peut accompagner ses collaborateurs là-dedans. Et puis enfin, autre idée qui me vient en vous parlant, pour donner confiance aux collaborateurs, il y a la joie de vivre. Hein. Parce que souvent, la sinistrose, en France, on a l'impression que pour être compétent, il faut tirer la gueule. Qu'avoir l'air sinistre, morose et très sérieux, c'est un gage d'extrême compétence. Et bien évidemment, ça ne donne pas des ailes aux collaborateurs d'avoir une triste mine en face d'eux. Donc, une forme de joie, mais pas l'imbécile heureux, pas l'éclat de rire, mais la joie, quoi. La joie de se développer, la joie d'être compétent, la joie d'avancer, la joie de créer, la joie de vivre, quoi. Ça aussi, ça libère la confiance chez le collaborateur, notamment parce qu'il se dit, en fait, que la vie est belle, et que c'est pas un drame s'il se plante ici, parce qu'il reste vivant, parce que cette relation agréable demeure, parce qu'on est ensemble et parce que c'est une aventure. Donc voilà, différentes pistes pour donner confiance. Oui, je pense que dans les exemples que vous donnez, il y a pas mal de proximité aussi avec la notion d'apprentissage, où en fait ce qu'on sait maintenant peut être un tremplin pour aller vers ce qu'on saura plus tard. Il y a ça. Ouais, et le droit à l'erreur, moi j'ai pas mal hésité par rapport à ça, parce qu'effectivement, le truc qu'on dit souvent, et vous l'avez dit aussi, c'est on peut faire une erreur une fois, mais pas 2 fois. En fait, 2 fois la même en tout cas. 2 fois la même, ouais. Et après, parfois, quand on se regarde soi-même, on se dit oui, mais moi, je fais souvent la même erreur et je mets du temps à me rendre compte que c'était une erreur. Et je trouve que une clé qu'on peut donner à nos collaborateurs, justement, pour les libérer à ce niveau-là, c'est tu peux faire des erreurs parce que c'est en corrigeant tes erreurs que tu vas apprendre. Et donc, à partir du moment où, quand tu fais une erreur, tu la corriges aussi et que ça te fait avancer et progresser, alors ça n'est plus une erreur. Enfin, c'est un petit truc. Ouais, ça je suis d'accord avec vous. Après, il y a autre chose. C'est que tu peux faire une erreur si elle est un peu audacieuse. Mais si c'est une erreur par frilosité ou par conformisme, alors elle a beaucoup moins de chances d'être vertueuse. Donc, il y a des conditions à poser pour que l'erreur soit vertueuse. Parmi ces conditions, il y a aussi, donc il y a ce que vous avez dit, en tirer une leçon, un apprentissage. Il y a qu'elle soit plus audacieuse que conformiste. Et puis il y a aussi qu'il n'y ait pas de déni, quoi, que tu le reconnaisses. Alors que souvent, on a un déni de l'erreur, on a un déni de l'échec. Ce déni, il est très fréquent. Dans mon métier, quand vous avez un élève qui a une mauvaise copie, et qui dit le prof note n'importe comment et qui lit même pas les commentaires. Et puis, il y a aussi ce déni de l'échec institutionnalisé en France, quand vous avez certains grands patrons qui plantent leur boîte et qui ont la retraite, le parachute doré, la retraite, et que c'était prévu dans le contrat, que même en cas d'échec, ils auraient ça. C'est quand même une sorte d'institutionnalisation du déni de l'échec. Il y a des grandes figures dans notre histoire économique où on a l'impression que l'échec n'a pas existé pour eux, psychiquement, alors qu'en fait il a existé objectivement. Donc s'il y a déni de l'échec, il n'y aura pas vertu de l'échec. Et ça sape la confiance des gens. Parce que ce qui donne confiance, c'est quand même la reconnaissance aussi. Et donc s'il y a du déni, il n'y aura ni vertu de l'échec, ni confiance. Oui, il n'y aura pas d'opposition des choses, il n'y aura pas de contraste en fait, entre la réussite et l'échec. Il
Il y a un passage vraiment dans votre livre qui m'a ouvert les yeux parce que ça conceptualisait des choses que moi je ressentais mais sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de mots, c'est la capacité à décider. Et ça m'intéresserait que vous développiez là-dessus. Oui, alors c'est un chapitre qui repose sur la distinction entre choisir et décider. Donc j'appelle choix un choix rationnel et décision une décision moins rationnelle, alors qui peut être soit intuitive, soit un peu prise au feeling, soit prise par défaut parce qu'il faut bien en prendre une alors qu'on n'a ni intuition ni analyse rationnelle certaine. Pour comprendre cette philosophie de la décision, et c'est vrai que je l'avais déjà développé dans le livre d'avant et que c'est une philosophie qui touche beaucoup les managers, j'en parle beaucoup avec eux. En fait, il faut bien comprendre que parfois, quand on analyse rationnellement une situation et qu'il faut prendre une option A ou B, on a beau réfléchir, il n'y a pas d'option qui se dégage clairement. C'est-à-dire que ce serait un choix rationnel si à l'évidence c'était A et pas B, parce que après analyse, après examen, après calcul, après conseil, après tableur Excel, après ce que vous voulez, il n'y a pas de débat. Donc ça arrive souvent. Dans ce cas-là, ça s'appelle un choix. Mais dans ce cas-là, il n'y a rien à décider, puisque c'est objectif et rationnel. Mais ce qui est intéressant, et je pense que vous le vivez souvent, vous les managers, c'est le moment où, même si j'ai analysé, même si je suis intelligent, même si j'ai réfléchi, en fait, il reste beaucoup d'incertitudes. Et pourtant, je dois prendre une option. Eh bien, ça s'appelle décider. Ça veut dire qu'il faut plus de liberté que dans le choix rationnel, qui est dicté par l'analyse. Il faut plus de confiance. La confiance vient en compensation du savoir qui manque. Il faut parfois plus d'intuition, et tout ça, bien sûr, se développe dans l'expérience. Personne ne naît intuitif dans un domaine. Tous les spécialistes nous racontent que l'intuition est toujours erronée dans un domaine où on n'est pas compétent. Ça ne sert à rien d'écouter son intuition. Si vous n'avez jamais joué au golf et que vous jouez pour la première fois, n'écoutez pas votre intuition. Si vous avez jamais fait de maths et que vous faites des calculs pour la première fois, n'écoutez pas votre intuition. En revanche, si c'est votre domaine d'expertise, alors vous avez une chance que votre intuition tombe bon parce qu'elle fleurit sur le lit de l'expérience. Mais alors, ce que ça veut dire, qui est très intéressant, c'est que nous décidons au fond parce que nous ne savons pas, au sens du savoir rationnel, pas au sens du savoir intuitif. Et là où c'est intéressant, c'est que beaucoup de gens croient que les décideurs ou les décideuses décident parce qu'ils savent. Alors qu'en vérité, la question de la décision ne se pose que quand le savoir est trop petit et trop limité. Et quand il faut aller au-delà de ce savoir rationnel objectif et s'engager. Eh bien, c'est ça une décision. Et dans l'étymologie de décider, il y a couper, il y a trancher, il faut s'engager. Et évidemment, il y a une prise de risque. Eh bien, plus on le sait, plus on le fait facilement. Mais si on ne le sait pas, alors on tremble, parce qu'on dit « mince, je manque d'arguments, je manque d'éléments ». Et ce faisant, on ne donne pas un bon exemple aussi, parce qu'on donne l'exemple de quelqu'un qui tremble au moment de trancher. On donne l'exemple de quelqu'un en fait, qui ne sait pas décider, donc qui n'est pas manager au fond. Et surtout, on n'arrive pas à se saisir de sa liberté et à se saisir de son audace. Eh bien voilà, la philosophie de la décision, c'est ça. C'est de dire décider n'est pas choisir, décider est plus libre et plus audacieux, et c'est un talent moins clairement définissable. Et il me semble, je crois que dans votre... courage. Pardon. Et ça demande du courage aussi. Et aussi, il me semble que dans votre livre, vous dites justement, on ne décide pas parce que l'on sait, on décide pour savoir. C'est-à-dire que le savoir, il est derrière la décision. Et ça, j'ai trouvé ça... Moi ça permet de débloquer beaucoup de choses, en fait. Oui, alors, je précise un peu. On décide pas parce qu'on sait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas suffisamment pour que ce soit un choix assuré. Donc, on sait un peu, évidemment. Mais c'est parce qu'on ne sait pas suffisamment qu'il faut décider. Et alors ensuite, on décide pour savoir, pour deux raisons. Parce que d'abord, quand on va décider, on va impacter le réel et le reconfigurer, et on va voir le résultat que ça produit, et après, on va se réadapter en fonction du résultat que ça produit. Et donc, très souvent, ce qui fait qu'on a peur de décider, c'est qu'on dit qu'on n'est pas prêt, et qu'on attend d'être parfaitement prêt pour y aller. Or, dans la logique de l'action et de la philosophie de l'action, en fait, on n'est jamais parfaitement prêt, parce que l'action, c'est le domaine de la contingence, et parce que dès que j'agis, je reconfigure le réel dans lequel j'agis. Donc il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il faut s'engager, il faut décider, et même si on n'est pas prêt, c'est ça qui nous permettra de nous préparer. Autre manière d'entendre la phrase que vous avez évoquée, c'est-à-dire, pas parce que je sais que je décide, mais c'est pour savoir
que je décide. Ce que vous disiez, vous commenciez à parler du courage, et au moment où je vous ai coupé, prendre une décision avec du courage, c'est probablement avoir au préalable mesuré les risques liés à notre décision et décider de les assumer. Oui, c'est ça. Mais mesurer les risques, vous l'avez bien dit. Il s'agit d'un risque mesuré. C'est ce qu'on appelle le sens du risque. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai anticipé, évidemment. Je m'aperçois que j'ai réduit le risque le plus possible, mais il en reste. Parce que le réel comporte de l'incertitude. Parce que nous ne sommes pas des machines. Parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Et alors, le résultat, c'est que je vais être capable de prendre ce risque en connaissance de cause, ce qui s'appelle le sens du risque. Et dans toute décision, il y a le sens du risque. Mais attention, ce n'est pas l'amour du risque. L'amour du risque, c'est une distinction que je fais dans mon livre, c'est l'amour du risque de la tête brûlée qui fait des sports extrêmes et qui essaye de frôler la mort pour se sentir vivant. Nous, on ne parle pas de ça, là. On parle de l'amour du risque qui reste une fois qu'on a tout fait pour le réduire, une fois qu'on a utilisé son intelligence anticipatrice pour réduire ce risque le plus possible. Eh bien, il va en rester et il faut le prendre en connaissance de cause. Et bien, vous voyez, aujourd'hui, là, c'est intéressant qu'on aborde cette question en pleine crise sanitaire. Enfin, je dis crise sanitaire, mais en fait, j'y crois pas. C'est pas vraiment une crise. Je pense que là, on est victime d'un principe de précaution excessif. Vous voyez, on devrait être capable de relancer la machine en ce moment. Enfin, je sais pas quand sortira votre podcast, mais plutôt que de cracher les entreprises, de faire fermer les salles de concert, de cinéma, de théâtre, et de créer du chômage pour se prémunir d'un risque qui existe, mais qu'on a mesuré et qui est plus si grand, on ferait mieux, vous voyez, d'avoir un sens du risque plus fin, et de se dire, voilà, je vais prendre un risque en connaissance de cause. Je prends un exemple très concret. Moi, je fais des conférences dans un cinéma, le MK2 Odéon, il y a 300 places, et là, on nous oblige d'avoir une jauge à 140 places. Mais en fait, si on a compris et qu'on écoute les médecins, les infirmiers, etc., en fait, il n'y a pas beaucoup de risques à ce qu'on remplisse la salle à 300 places et à ce que chacun ait un masque et du gel hydroalcoolique. Mais on a tellement peur de se voir reprocher une prise de risque excessive. En fait, c'est un principe de précaution excessif qui confine à une frilosité extrême et qui peut faire mourir une civilisation. Et donc, il faudrait avoir un rapport au risque moins allergique. La vie, c'est le risque. Et donc, quand on a trop peur du risque, on n'est plus capable de décider. Et c'est pour ça que j'ai parlé de courage. Le courage, eh bien, c'est d'accepter qu'il y a un peu de risque dans l'existence et que même si notre éducation, notre intelligence, notre cerveau, les écoles de commerce ou d'ingénieurs qu'on a faites nous disent que le risque est l'ennemi et qu'il faut le réduire, eh bien, elles devraient nous dire dès le début, il faut tout autant savoir le réduire qu'aimer le risque qui restera. Car il en restera toujours. Parce que la vie, c'est sa définition, c'est ce qui nous prend par surprise, c'est ce qui nous prend au dépourvu. Et moi, j'avoue que je suis fatigué. Ça fait 15 ans ou 20 ans, je crois, que j'interviens en entreprise. Et il y a vraiment certains dirigeants, souvent des hommes, j'en peux plus. Hein. Ils ont leur logiciel, c'est la prévision. Mais à un point tel que même quand on prévoit, avec vous, je remarque que ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement. Vous m'avez juste envoyé quelques questions 5 minutes avant, donc c'est parfait. Mais vous avez des gens qui, à votre place, ils vont m'envoyer un conducteur de l'échange 1 mois avant, minuté, minute par minute. Mais à quoi ça rime de faire ça ? Ça veut dire que ça révèle une aversion totale pour le risque, et donc pour l'inconnu, pour la vraie vie, pour l'improvisation, pour l'intuition, pour la réaction, pour l'émotion. On ne peut pas vivre comme ça. Eh bien, voilà pourquoi je parlais de courage. Et il me semble que, pour revenir à votre première question, mais toutes les questions sont liées. Un manager, c'est quelqu'un qui donne envie de vivre. C'est quelqu'un qui donne des désirs, quelqu'un qui donne de la confiance, qui donne de la liberté. C'est pas quelqu'un qui a un contrôle freak, qui essaye de tout prévoir, de tout anticiper, de tout minuter, de tout séquencer. Je pense que la philosophie de la vie peut rejoindre la philosophie du management. C'est-à-dire qu'un vrai manager, c'est quelqu'un qui fait confiance, quoi. Et quand on fait confiance, voilà, on accepte qu'il restera une part incompressible d'inconnu et donc de risque. Et on ne doit pas avoir de l'aversion pour cette part manquante. Pardon, pour cette part restante. Oui, c'est la liberté en fait dont on parle ici. Et voilà, parfois je fais une distinction entre le chef d'entreprise et le manager. Quelque part, le chef d'entreprise, il a plus de choix que le manager sur le degré de risque qu'il va prendre. Et donc, c'est là qu'il a plus de liberté que le manager.
Malheureusement, il n'est pas toujours capable d'accepter un degré de liberté aussi important ou de donner un degré de liberté aussi important à ses managers. Oui, alors attention, je vois ce que vous dites, et puis c'est un argument qu'on trouve à tous les niveaux. Alors là, vous dites, oui, le manager, le chef d'entreprise ne lui laisse pas assez de liberté. Et puis d'autres gens disent, oui, les collaborateurs, leur manager ne leur laisse pas assez de liberté. Et puis les parents d'élèves disent, oui, les élèves, les professeurs ne leur laissent pas assez de liberté. C'est un argument qu'on entend tout le temps. Il est évidemment en partie vrai. Mais je remarque que bien souvent, ça nous arrange de penser comme ça. Parce que, comme l'a bien montré Sartre, c'est difficile d'assumer sa liberté, c'est difficile de se saisir de sa liberté, et donc on a un peu de mauvaise foi, et on va tout le temps expliquer qu'on n'a pas assez de liberté. Il y a un certain confort dans le manque de liberté. Exactement, c'est ce que toute l'œuvre de Sartre repose sur cette idée, que c'est bien plus confortable de ne pas être libre que d'être libre. Et donc il y a plein de situations où on n'a prétendument pas le choix, et j'en discutais de ça avec ma fille de 18 ans hier. J'étais exaspéré de voir les gens dans Paris. Certains, ils ont des masques en vélo. Alors, je disais à ma fille, mais ça n'a aucun sens de mettre un masque. Dans la rue, quand on se croise, d'accord, mais quand on est en vélo, ça n'a aucun sens de mettre un masque. D'ailleurs, même médicalement, ça ne protège de rien. Enfin, surtout, on ne peut pas attraper le Covid en vélo comme ça. Et alors, elle me disait, mais c'est parce que les gens, ils croient que c'est interdit. Et oui, certains, ils confondent, comme c'est interdit de ne pas avoir de masque en tant que piéton, ils croient que c'est interdit de ne pas avoir de masque en vélo. Mais le simple fait qu'ils fassent cette confusion prouve qu'ils ont tellement envie d'obéir, en fait. Ils ont tellement envie de se poser aucune question. Il n'y a aucune réflexion, aucun sens critique. Mais une civilisation vivante, c'est quand on se pose une question. Eh bien, je crois que dans plein de situations, en tout cas, j'ai vu ça de mes yeux, des managers disent « Oui, mais moi, j'ai pas tellement de liberté parce que mon patron, parce que, etc., parce que les résultats, parce que les évaluations. » Et quand on fait un peu d'accompagnement... Parce que moi, je travaille avec des coachs en binôme, et souvent un coach qui fait de l'accompagnement et le philosophe à côté que je suis, on s'aperçoit que c'est parfois pas vrai, en fait. C'est que ce manque de liberté, il est fantasmé. Et plus que réel. Alors, parfois, il est réel, évidemment, mais parfois, il est fantasmé. Et je pense que c'est un examen intéressant à faire au cas par cas. Est-ce que vraiment ma liberté est si restreinte, ou est-ce que ce n'est pas moi qui crois qu'elle est plus restreinte qu'elle ne l'est ? J'ai connu ça aussi, enfin j'ai une relation qui a connu ça en reprenant une entreprise dont le patron était pour le coup extrêmement ne prenait aucun risque et demandait à ses collaborateurs de ne prendre aucune autonomie, etc. Quand il a voulu remettre en action ses collaborateurs qui se plaignaient de ce manque de liberté qu'ils avaient, ça a été très compliqué parce que finalement ils s'étaient installés dans le confort qui consistait à ne pas prendre de risques mais à se plaindre quand même de ne pas pouvoir en prendre. Et il a été quasiment impossible de les remettre en action. Oui, et à ceci s'ajoute, pour être honnête, un autre problème. C'est que moi, je défends des valeurs philosophiques de liberté, de confiance. Mais ces patrons que vous évoquez, qui contrôlent tout, qui ne laissent pas de liberté, qui veulent tout maîtriser, qui répètent dès qu'on leur parle de confiance, que la confiance n'exclut pas le contrôle, etc., il leur arrive quand même d'être très bons, d'avoir des très bons résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire, quoi ? En fait, leur modèle marche. Les gens, en fait, se plaignent de ne pas avoir de liberté, mais quand on leur donne, ils n'en veulent pas. Et finalement, le système marche. Donc, je suis conscient de la limite de mon propos, et je suis conscient que ce modèle que moi je critique, philosophiquement, par rapport à des valeurs humanistes, est un modèle qui produit du résultat parfois. Mais attention, à quel prix ? Est-ce que le but, c'est le résultat à tout prix ? C'est la productivité, c'est le rendement ? Ou est-ce que le but, c'est pas de réussir à développer dans les entreprises des qualités humaines, et puis au fond, à développer les individus, quoi, au sens noble du développement personnel. Parce que quelqu'un qui se contente d'obéir et d'avoir une compétence et de répéter sa compétence, c'est pas non plus très épanouissant. Donc, je suis conscient que le contre-modèle de mon propos est un contre-modèle qui parfois produit des bons résultats, mais je veux dire, c'est pas le seul critère. Et peut-être que l'enjeu, et j'imagine que vous, avec votre podcast, c'est ce qui vous travaille, peut-être que l'enjeu, c'est de rénover, quoi, de réformer le capitalisme, au fond. Absolument, et pas seulement. C'est-à-dire que moi, je pense que oui, il y a peut-être des réussites pour ces entreprises-là à un moment T. Par contre, je pense que ça les rend, ça leur donne une apparence de solidité, mais je crois qu'en réalité, elles sont très fragiles. Parce que le jour où elles vont être confrontées à des changements rapides sur leur marché, sur leur terrain, elles ne seront pas capables de s'adapter. Je pense que quand les individus sont libres à l'intérieur d'une entreprise, ils rendent l'entreprise plus performante. C'est vraiment une de mes convictions, et pas seulement une conviction. Je pense que les sociétés qui ont su s'adapter très très vite quand il y a eu des retournements, ce sont quand même celles où on avait cultivé justement une certaine liberté et prise de risque.
Et d'ailleurs, il y a un livre intéressant de Laurent Barbaché et Isaac Gates, qui s'appelle L'entreprise altruiste, où il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui marchent très bien et qui fonctionnent absolument pas sur le modèle du contrôle, de la servitude, etc. Tout à fait. Après, il y a un autre livre qui est intéressant, moi, que j'ai beaucoup aimé, j'ai fait quelques articles là-dessus, c'est Antifragile, mais qui dépasse le sujet d'entreprise, mais dont on peut vraiment s'inspirer dans son management et dans la manière dont on mène son entreprise. Tout à fait, oui. Ouais. Ok, je crois que on va être pris par le temps. J'avais vraiment envie, parce que j'ai entendu ça dans une de vos conférences, de vous entendre sur la différence entre l'optimisme et la joie. Je vous demande ça parce que j'ai eu Philippe Gabillet et j'ai eu aussi Jean-Philippe Ackermann sur le sujet de l'optimisme. Et donc, ce que vous aviez dit dans cette conférence, la différence que vous faisiez entre l'optimisme et la joie m'avait beaucoup intéressé. Bah oui. C'est-à-dire que ma première réaction est d'être allergique à celles et ceux qui nous proposent de positiver d'une manière sinistre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs de bonheur aujourd'hui, et c'est pas le cas de Philippe Gabillet que je connais bien, avec qui je m'entends très bien et que je trouve très intéressant. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un livre sur la rencontre et je cite son livre sur la chance. Et donc lui n'est pas visé, mais il y en a d'autres que je ne citerai pas, qui en fait sont sinistres et sont dans l'espèce de volontarisme du positif, quoi. C'est-à-dire qu'il faut positiver, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et souvent, ils prolifèrent sur un fond de dépression et de crise, en fait. Et moi, je pense que quand les temps sont durs, et c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas à positiver. Il faut être d'abord lucide. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des sujets qui fâchent, il y a des victimes de la crise du Covid, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui font des burn-out, il y a des gens qui perdent leur vie dans des métiers qui n'ont aucun intérêt, les bullshit jobs notamment. Il n'y a pas à positiver. En revanche, ma conviction, c'est que la lucidité rend joyeux. Si je suis lucide, donc je ne vais pas me forcer à ne pas voir le côté vide du verre pour voir le côté plein. Je vais voir qu'il y a un peu de plein et un peu de vide. Ça va me mettre en joie. Mais surtout, l'argument principal, c'est que la vraie joie, c'est une joie contrariée. C'est la thèse de Clément Rosset dans son livre La force majeure, et j'ai écrit un roman pour parler de ça, qui s'appelle La joie, et que chez nous, les animaux humains, on est capable d'une joie, même dans l'adversité, même lucide sur ce qui ne va pas, on est capable d'une joie paradoxale, c'est la vraie joie. Je sais que je vais mourir, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde, je sais qu'il y a de l'injustice, mais je suis quand même capable, par moment, de cette émotion qui jaillit, qui s'appelle la joie, soit parce que j'ai une joie relationnelle, soit parce que j'ai une joie philosophique lucide, soit parce que j'ai une simple joie de vivre, soit parce que j'ai la joie de me développer dans ma compétence, dans mon métier, la joie de m'accroître, comme dit Spinoza. Mais toutes ces joies-là, au sens philosophique, elles sont compatibles avec une très grande lucidité à l'égard de ce qui ne va pas. Et donc, la différence entre l'optimisme et la joie, c'est que l'optimisme relève souvent d'une sorte de volontarisme contre-productif. Comme si je voulais ne pas voir ce qui ne va pas, alors que la joie, elle est plus un regard ouvert comme ça sur la complexité et qui n'empêche pas une jubilation d'exister. Alors voilà, c'est une distinction un peu subtile parce que ça revient quand même à être optimiste d'une certaine façon et à prendre ces instants de joie comme des invitations à prendre les choses quand même du bon côté. Donc on peut faire une synthèse si vous voulez. On peut dire que la joie nous rend optimistes, mais je pense qu'il faut que la joie prime sur l'effort pour voir les choses du bon côté. Parce que la vraie joie de vivre, vous savez, on la trouve chez des gens qui ont plus de problèmes, hein. Il y a des gens qui n'ont rien et il leur reste encore la joie de vivre. Il y a plein de mystiques qui ont tout perdu et ils sont joyeux. Donc on n'a pas besoin. Puis ce que je trouve aussi un peu bête, c'est un peu on parle aux adultes comme à des enfants. Quand on leur dit, mais attends, tu vois les choses du mauvais côté, tu ne vois que le verre à moitié plein. Essaye de le voir, tu le vois à moitié vide, pardon, essaye de le voir à moitié plein. Ta femme t'a quitté, mais tu peux retrouver une autre femme. On parle un peu aux adultes comme si c'était des enfants qui n'étaient pas capables d'assumer la complexité du monde et l'ambiguïté et l'ambivalence. Et donc voilà, c'est en ce sens que je faisais cette distinction. Ok, très très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on parle 2 minutes de votre actualité ? C'est-à-dire, vous venez de dire que vous étiez en train de finaliser ou d'écrire un nouveau livre ? Oui, c'est un livre sur la rencontre, une philosophie de la rencontre, et qui est un peu la fin d'un triptyque. J'avais commencé par les vertus de l'échec,
et ensuite la philosophie de la confiance, et maintenant je conclus sur la rencontre. Donc c'est un livre où je montre que nous, les humains, étranges animaux, nous avons besoin de rencontrer autre chose que nous-mêmes pour devenir nous-mêmes. Et donc j'explore cette énigme. Comment ça se fait que... D'ailleurs, ça veut dire aussi qu'il faut miser sur le hasard, sur la contingence, sur l'action. Il faut sortir de chez soi parce que il est à craindre que si nous ne rencontrons pas les bonnes personnes, nous passions à côté de nous-mêmes, au fond. Nous sommes capables, voilà, il y a un risque dans la vie, c'est de mourir en étant passé à côté de soi. Et ce risque, on le prend quand on passe à côté des autres. Voilà, c'est ça mon nouveau livre. Vous retrouvez d'ailleurs la même idée un peu que la confiance, qui est que confiance en soi va avec confiance en les autres. Et bien pareil, de la même façon, la rencontre de soi passe par la rencontre des autres. Tout à fait, ok. Vous savez à peu près quand ça va sortir ? Oui, ça sort en janvier, le 14 janvier. D'accord, ok. Est-ce que pour rentrer en relation avec vous, quels sont les meilleurs ou suivre ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez je suis en train de développer mon Instagram, un compte Instagram qui renvoie à mon podcast sur Spotify. Donc j'ai des conférences chaque semaine qui arrivent sur Spotify et qui sont annoncées sur Instagram. Donc voilà, vous avez le podcast Une philosophie pratique sur Spotify et l'Instagram Charles Pépin. Incroyable, je ne connaissais pas votre podcast, c'est une excellente nouvelle. je vais pouvoir vous écouter régulièrement, plus régulièrement encore. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, Charles. C'était vraiment très très intéressant. En général, quand je sors un podcast, je mets aussi un sujet sur notre forum pour laisser les auditeurs discuter du sujet. Donc, je mettrai en commentaire de ce podcast l'endroit sur le forum où on pourra discuter de ce sujet-là. Je vous remercie infiniment. Merci pour cet échange. Et puis je vous souhaite beaucoup de chance pour la sortie de votre livre, mais je crois que je suis pas inquiet pour ça. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Moi, c'était vraiment un très très bon moment que j'ai passé avec Charles Pépin. Si vous voulez continuer les discussions, si vous voulez échanger sur le sujet de la confiance dans l'entreprise, je vous mets en descriptif un sujet sur le forum qui correspond à ce terme-là. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires et vos idées sur le sujet. Ensuite, si vous voulez rester connecté avec l'activité d'Outils du Manager, l'actualité d'Outils du Manager, je vous conseille de vous abonner aux emails privés. Donc, il suffit d'aller sur le site www.outildumanager.com et de vous inscrire. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt. Au revoir. Merci d'être encore là. Si vous voulez aider Outils du Manager, il y a une petite chose que vous pouvez faire, c'est aller dans votre appli de podcast et puis indiquer que vous aimez le podcast en nous mettant 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup, ça nous fait remonter dans les classements. Allez, cette fois-ci, au revoir et à bientôt.